Et place à un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France à présent. Christophe Dard, toujours à nos côtés pour vous proposer ce rendez-vous dans cet épisode. Eh bien Christophe, nous allons évoquer une série de rafles commises au cours des années 1942 et 1943. Moins connues que celles du Veldiv ou de Marseille, l'histoire a tendance à les oublier alors que les bilans humains sont terribles et témoignent de la politique d'assassinat massive entreprise par les nazis et les autorités vichistes à cette période. Pour commencer, on va évoquer d'abord la rafle du 24 septembre 1942 à Paris. La veille, la police municipale est informée qu'elle devra arrêter au plus tôt les familles juives roumaines qui représentent une part importante des juifs étrangers. D'après Serge Klarsfeld, sur les 34 000 chefs de famille étrangers qui se sont fait recenser en juin 1941 dans le cadre de la promulgation par le régime de Vichy du second statut des juifs, 2558 étaient roumains. Oui, il faut dire que la signature en fait début juillet 1942 de l'accord officiel entre René Bousquet, secrétaire d'État à la police de Vichy, et Karl Oberg, chef SS mandaté par Reinhard Heydrich pour organiser les déportations des Juifs de France dans le cadre de ce qui est appelé la solution finale et qui valide en fait la participation des forces de l'ordre françaises aux arrestations de Juifs va véritablement marquer un tournant car cet accord fixe le nombre de Juifs à arrêter et à livrer ainsi que les critères d'arrestation et acte le transfert de Juifs depuis la zone sud alors non occupée en vue de leur déportation. C'était donc au début du mois de juillet 1942. Et justement, on a vu que concrètement, cela aboutit, on va dire, à la rafle la plus célèbre et la plus importante de la période, la rafle du Veldiv, mi-juillet 1942, ou encore, là aussi on l'a évoqué, celle du 11 septembre de cette même année dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'autres rafles d'ailleurs ont lieu à Paris et en région dans l'intervalle. Clairement, des nationalités qui pour certaines avaient bénéficié d'exemptions sont visées et le 14 septembre, des rescapés de la rafle du Veldiv sont arrêtés, soit 208 personnes, bulgares, baltes, yougoslaves et hollandais. Et puis c'est au tour finalement des Juifs roumains effectivement d'être visés par l'occupant, d'autant que la Roumanie, et ça aussi bien sûr c'est un tournant important, allié de l'Allemagne nazie, il faut le rappeler, entend sacrifier ses ressortissants juifs à l'étranger dans les zones d'occupation allemande. Donc en gros la Roumanie donne son feu vert. Les consignes des autorités allemandes ne font en tout cas pas de détails. Tous les Juifs roumains doivent être arrêtés, même les malades. Tous les hommes disponibles en uniforme ou en civil sont mobilisés, ainsi que 23 autobus répartis dans 6 divisions de la police municipale. Nous sommes le 24 septembre, il est 6h15 du matin, la rafle débute. Au total, 1574 juifs roumains domiciliés à Paris ou dans la proche banlieue sont arrêtés. Les villes concernées sont Clichy, Levallois, Montreuil, Saint-Ouen et Vincennes. Oui, les villes alentours, les juifs arrêtés sont déportés de Drancy à Auschwitz. Dans un premier temps, le convoi numéro 37 avec à son bord 729 juifs roumains et 63 de leurs enfants, et dans un autre, le numéro 38, 609 des 1574 juifs roumains arrêtés le 24 septembre, dont 282 hommes, 360 femmes, 21 filles et 46 garçons. Il faut dire que cette rafle donc de septembre 1942 est presque le point d'orgue d'un été 42 particulièrement sombre, particulièrement tragique, puisque entre le 17 juillet, donc en gros la date de la rafle du Veldiv, et le 30 septembre 1942, donc en l'espace d'un peu plus de 2 mois, ce sont plus de 33 000 déportés qui sont partis vers le camp d'Auschwitz. Quelques semaines plus tard, le 5 novembre à minuit, se déroule une autre rafle, toujours à Paris. Cette fois, ce sont 1060 juifs grecs sur les 1416 fiches recensées qui sont arrêtés. Les juifs de nationalité grecque sont dans la ligne de mire des nazis. La plupart des déportés, effectivement, sont originaires de Salonique. Vous le savez, bien sûr, c'est le berceau du judaïsme en Grèce et habitent dans le 11e arrondissement de la capitale. 1/5 des déportés ont moins de 18 ans, dont notamment un bébé de 13 mois. Ils sont déportés par le convoi numéro 44 vers Auschwitz. Les hommes valides sont eux placés, comme souvent, pour des travaux forcés dans les camps de Haute-Silésie. Je précise qu'en préparant ce dossier, j'ai trouvé très peu d'éléments sur cette rafle des Juifs grecs, donc sans doute un bon sujet d'étude encore pour les historiens à aborder. Bien sûr, peut-être qu'il aurait fallu faire des recherches encore plus importantes, mais voilà, on sait finalement assez peu de choses, donc il y a peut-être encore des choses à creuser et à découvrir. Vous avez bien raison, et en région aussi, les rafles sont nombreuses, surtout après l'invasion de la zone sud. Christophe, le 11 novembre 1942, c'est le cas à Lyon. Le 9 février 1943 se déroule la rafle de la rue Sainte-Catherine. Cette rafle est dirigée par un certain Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, celui que l'on surnomme à juste titre le boucher de Lyon. Et pourquoi on dit un rafle de la rue Sainte-Catherine? Tout simplement parce qu'au numéro 12 se trouve l'Union des générales des Israélites de France. Vous savez, c'est cet organisme créé par Vichy 1 an et demi plus tôt, une organisation qui doit jouer un rôle d'assistance auprès de la population juive. Et
de représentation auprès des pouvoirs publics et qui bien sûr est à la main du régime de Vichy. Le 12 de la rue Sainte-Catherine abrite également le comité d'aide aux réfugiés allemands et autrichiens et la Fédération des sociétés juives de France, une organisation qui fournit donc grâce à des bénévoles de l'aide sociale, matérielle et médicale aux juifs sans ressources et pour beaucoup d'entre eux étrangers. Concrètement, en fait, il s'agit de logements mais aussi de faux papiers ainsi que la mise en relation avec des filières de départ à l'étranger, ce qui permet bien sûr aussi des mises en relation avec des non-juifs pour permettre de cacher les familles juives. Lors de cette rafle, toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'appartement sont arrêtées. 86 juifs, 62 hommes et 24 femmes. La Gestapo dresse ensuite une souricière pour attendre et arrêter les uns après les autres tous ceux qui, ce 9 février, se présentent à la Fédération des sociétés juives de France. Et ils sont internés au camp de Drancy, puis envoyés vers les camps d'extermination. Seules 3 personnes sur 86 raflés reviendront des camps de la mort. Alors cette rafle de la rue Sainte-Catherine tombe dans l'oubli pendant plusieurs décennies jusqu'en 1983. Et si elle n'est pas tombée dans l'oubli, c'est parce que cette année-là, Serge Klarsfeld consulte les archives de l'Union générale des Israélites de France à New York et il parvient à faire la liste des déportés de la rue Sainte-Catherine, notamment en analysant précisément la liste des entrants au camp de Drancy. L'ordre signé par Klaus Barbie est par la suite obtenu et cette rafle est l'un des 17 chefs d'accusation retenus d'ailleurs contre le criminel de guerre, jugé pour crime contre l'humanité lors de son procès en 1987. Rappelons qu'il avait été extradé de Bolivie quelques années plus tôt. Oui, effectivement, sous un autre nom, et on rappellera bien sûr jamais assez l'importance de Serge Klarsfeld. Au cours du procès Barbie, 2 survivants de la rafle témoignent à la barre, parmi bien sûr les nombreux témoignages, notamment Gilberte Jacob, elle avait 30 ans au moment des faits, elle est assistante sociale à l'Union générale des Israélites de France au moment de la rafle, et donc bien sûr en première ligne dans ce qui s'est passé. Et puis aussi Malvine Lanzet, 14 ans, arrêtée en même temps que sa mère, transférée dans une maison d'enfants à Paris après avoir été déportée à Drancy. Et puis lors de ce procès Barbie, concernant cette rafle de Lyon, on a aussi témoignage d'un autre survivant qui est lu, Armand Steinberg, qui est un médecin âgé de 32 ans au moment des faits. Cette rafle de Lyon de février 1943 n'est donc pas oubliée grâce notamment au procès Barbie. Quelques mois plus tard, le 25 novembre 1943, à Clermont-Ferrand, la Gestapo, assistée de l'armée de l'air allemande, soit une centaine d'hommes armés de fusils et de mitraillettes, fait irruption dans les locaux que l'université de Strasbourg occupe, dans la ville auvergnate depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, arrêter les professeurs et les étudiants identifiés comme résistants, mais également tous les étudiants étrangers et tous les étudiants juifs. Et vous allez vous dire pourquoi l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand ? Tout simplement parce que après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, cette université s'est repliée dans une ville bien sûr plus au sud et donc qui n'était pas occupée par les nazis. Et d'ailleurs, dans cette université de Strasbourg à Clermont, s'est développé des mouvements de résistance parmi les professeurs et les élèves. Et bien sûr, les nazis veulent liquider cette université. Alors dans les mois qui précèdent d'ailleurs cette rafle de novembre 1943, les étudiants ont été arrêtés à Clermont suite à des attentats menés contre les Allemands. D'ailleurs, en juin, 7 étudiants, dont 5 juifs, ont été arrêtés par des policiers et des soldats allemands dans un immeuble qui abrite des logements étudiants. 10 mourront en déportation dans les camps. Mais c'est bien le 25 novembre 1943, dans la matinée, que se déroule donc l'opération la plus importante. L'occupant nazi encercle les bâtiments de l'université. Et puis à la fin des cours, à 11h, les soldats réunissent par centaines étudiants, professeurs dans la cour intérieure de la faculté des lettres, puis vers le hall d'entrée. En tout, 1200 personnes sont interpellées, 500 sont gardées toute la journée et 110 personnes sont finalement déportées, donc 92 juifs. Des personnes sont également arrêtées à la bibliothèque universitaire et dans les bâtiments de la faculté de droit. Des enseignants sont aussi interpellés à leur domicile. C'est la plus grande rafle en fait jamais commise dans une université française. Et là aussi, c'est peu connu, encore une fois. C'est vraiment important, je pense qu'on en parle ce matin de tout cela. Et pendant l'opération particulièrement violente, un professeur va être tué par un membre de la Gestapo pour ne pas avoir levé les mains assez rapidement. Donc c'est vraiment une extrême violence. Et il faut savoir que l'un des instigateurs de cette rafle est un certain Georges-Victor Mathieu, étudiant en droit et en lettres, un résistant passé par la Gestapo qui sera arrêté par les résistants plus tard. Lors de son procès, il dira être passé au service de l'ennemi pour libérer sa fiancée. Mathieu sera fusillé le 12 décembre 1944. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie de l'histoire des Juifs de France sur les rafles peu connues de la Seconde Guerre mondiale. Et rendez-vous donc très bientôt pour la suite de cet épisode.